La stratégie de sécurité nationale l'a dit très clairement. La plus grande menace pour la souveraineté et la sécurité américaine, c'est la souveraineté des autres pays. Il faut les priver de leur propre souveraineté, afin qu'ils ne puissent rien faire qui ne soit pas sous notre contrôle. Parce que, s'ils ne sont pas sous notre contrôle, ils pourraient agir dans leur propre intérêt, se libérer de notre emprise et gagner de l'argent pour eux-mêmes. Ou se tourner vers les marchés d'investissement bien plus lucratifs et vers les producteurs industriels plus compétitifs de Chine et d'Asie. Nous ne pouvons régner que par la force. Aucune conquête militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale n'a été un succès. La Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et maintenant l'Iran. Et ce qui complique encore tout cela, pour allonger le récit, c'est le problème de personnalité de Trump. Ce que Trump a fait, c'est isolate them. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova avec un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir de nouveau un éminent économiste américain, auteur prolifique et professeur de recherche distingué en économie, ainsi qu'un bon ami de notre émission, le professeur Michael Hudson. N'hésitez pas à suivre et à soutenir le travail de Michael sur Patreon, ainsi que sur son site Internet. Je mettrai les liens vers les deux dans la description ci-dessous. Professeur Hudson, bienvenue de nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de vous revoir. C'est bon d'être de retour, alors qu'il se passe tant de choses dans le monde en ce moment. Oui, absolument. Et j'attendais avec impatience d'avoir cette discussion avec vous. Je sais que nous allons aborder beaucoup de sujets aujourd'hui et je suis absolument certain que nos téléspectateurs sont ravis de vous revoir dans l'émission. Michael, peut-être pouvons-nous commencer par le pétrodollar. Lors de notre précédent podcast, vous avez soutenu que l'un des véritables objectifs de la guerre menée par l'Amérique contre l'Iran est de préserver l'hégémonie du dollar. Et il va sans dire que le pétrodollar soutient l'économie américaine depuis des décennies. Traditionnellement, les pays facturent leurs ventes de pétrole en dollars, puis réinjectent ces revenus dans le système financier américain. C'est donc un dispositif très avantageux. Selon vous, si ouais, qu'est-ce qu'on replace? Eh bien, cela se transforme déjà par rapport à ce que c'était avant même la guerre contre l'Iran. Le pétrodollar était progressivement abandonné comme mécanisme de recyclage. L'idée des États-Unis, et Trump veut faire à l'Iran exactement ce qu'il a fait au Venezuela et à la majeure partie de l'OPEP, c'est qu'il veut contrôler le pétrole. Il veut s'assurer que le pétrole soit vendu en dollars et que toutes les recettes d'exportation libellées en dollars soient recyclées vers les États-Unis et maintenues dans la balance des paiements américaine. Mais cela s'essouffle depuis 1975, surtout au cours de la dernière décennie. Et la raison, c'est que l'Arabie saoudite, les Émirats et les autres pays de l'OPEP d'Asie occidentale utilisent leurs recettes d'exportation pour investir sur leur propre territoire et dans des pays autres que les États-Unis, comme en Afrique, notamment les Émirats arabes unis. Donc, évidemment, si vous êtes assis au milieu d'un désert et que vous recevez des milliards de dollars de recettes d'exportation, est-ce que vous voulez vraiment envoyer tout cet argent à l'étranger dans d'autres pays et simplement vivre, tant bien que mal, de ces revenus? Les rois et les émirs locaux de ces régions se disent naturellement « Bon, il faut bien faire quelque chose chez nous ». Alors, ils commencent à construire ces gigantesques projets immobiliers dans le désert, ainsi que tout un système bancaire pour les Émirats, la capitale mondiale de la fuite des capitaux et de l'argent criminel, et toutes sortes d'investissements publics qui consomment de l'électricité,
comme les investissements d'Amazon et d'autres entreprises d'intelligence artificielle, qui ont besoin d'électricité pour alimenter tous leurs systèmes informatiques, leur réseau cloud et tout le reste. Les pays arabes de l'OPEP ont donc noué des partenariats avec de nombreuses entreprises américaines qui investissent dans leur propre pays, et ils ont fait ce que font les investisseurs. Ils trouvent quelque chose à financer, puis ils le financent à crédit, en grande partie sur leur propre crédit, afin de poursuivre une expansion financière toujours plus importante. Le problème, c'est que leurs recettes d'exportation se sont maintenant arrêtées parce que les exportations de pétrole sont interrompues par la guerre américaine. Alors, que vont faire les pays arabes? Ils ont des dépenses courantes pour entretenir leur immobilier et tous leurs investissements hors pétrole. Mais ces investissements ne rapportent pas beaucoup, parce que les gens ne se rendent pas beaucoup aux Émirats ou en Arabie Saoudite pour le tourisme. Ils n'utilisent pas les compagnies aériennes des Émirats, et les pays de l'OPEP eux-mêmes se retrouvent confrontés à un déficit de paiement. Cela empêche donc, en quelque sorte, le recyclage des pétrodollars. Et maintenant, les États-Unis viennent aussi d'effrayer l'Arabie Saoudite avec un certain nombre de déclarations. Premièrement, il a répété ce qu'il dit depuis 2018. Trump a dit, « Vous savez, l'Amérique a un problème. Toutes nos dépenses militaires affaiblissent l'économie et entraînent un déficit de la balance des paiements. Nous devons faire supporter à nos alliés, nous devons faire supporter aux pays étrangers le coût de toutes nos dépenses. » Et le principal pays qu'il a désigné, c'était l'Arabie Saoudite. Il disait, l'Arabie Saoudite et les pays arabes, nous avons dépensé une somme énorme pour y installer des bases militaires. Et qu'est-ce qu'on fait, alors qu'ils ont tout cet argent? Pourquoi ne pas leur faire payer le coût de toutes nos bases militaires? Eh bien, tout le monde l'a ignoré pendant pas mal d'années, jusqu'à ces derniers mois où il s'est mis à dire « Oui, absolument, nous voulons que les pays arabes paient l'intégralité du coût de la guerre en Iran. » Et la façon dont il voulait s'y prendre, disait-il il y a seulement quelques semaines, c'était « Nous allons rejeter tout le protocole d'accord que nous avions pour régler la guerre avec l'Iran, selon lequel nous laissions essentiellement l'Iran contrôler le détroit d'Ormuz. C'est nous qui allons contrôler le détroit d'Ormuz. Et nous allons prélever 20% de toutes les recettes d'exportation de l'OPEP, de toutes les recettes de la valeur de tout navire qui passe par le détroit d'Ormuz. Nous allons prendre une commission de 20%. Et c'est comme ça que nous allons financer nos bases militaires en Arabie Saoudite et dans les autres pays. Eh bien, l'Arabie Saoudite, le Koweït et d'autres pays ont dit « Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir vos bases militaires ici parce qu'elles ne nous protègent pas. Vous n'êtes pas notre ange gardien. Vous nous mettez en danger. La raison pour laquelle vous menez cette guerre, c'est... » Le site Internet du gouvernement saoudien a donc dit « C'est à cause d'Israël. Cette guerre n'a pas pour but de nous protéger. Elle vise à soutenir l'expansion d'Israël, et Israël aimerait nous envahir dans le cadre de son projet de Grand Israël. » Alors, il y a quelques mois, l'Arabie Saoudite et le Koweït ont dit d'interdire aux avions américains de lancer l'attaque prévue par Trump contre l'Iran, en leur refusant l'espace aérien et l'utilisation des aéroports afin de l'empêcher. Vous pouvez donc imaginer à quel point cela a mis Trump en colère. Et c'est en partie pour cela qu'il dit bien qu'il voulait se venger. Et sa vengeance consiste à menacer de confisquer les avoirs de l'Arabie Saoudite, ceux du Koweït et ceux d'autres pays de l'OPEP, afin de payer la guerre en Iran, qui de toute évidence ne se déroule pas comme il l'avait prévu. Eh bien, cela a effrayé les pays de l'OPEP. Et comment peuvent-ils maintenant se désengager des États-Unis? Comment peuvent-ils réorienter leurs économies?
Eh bien, ils ne le peuvent pas vraiment. Ils sont complètement coincés. Mais, pour le moment, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vendre leurs placements financiers les plus liquides sur le marché boursier américain et sur le marché obligataire, afin de couvrir leurs propres coûts incompressibles liés à toutes les opérations immobilières, aux projets commerciaux et aux frais administratifs qu'ils ont engagés. Donc, en ce sens, ce qui était le marché des pétrodollars a pratiquement pris fin. Et il a pris fin parce qu'on peut dire qu'il a été instrumentalisé dès le départ. Car en 1975, l'accord avec les États-Unis était le suivant. Le Trésor disait, vous pouvez facturer le pétrole aussi cher que vous voulez. Cela nous convient parce que lorsque vous augmentez vos prix du pétrole, cela crée un parapluie de prix qui permet aux compagnies pétrolières et gazières américaines de faire fortune. Nous y sommes tout à fait favorables. Mais vous devez recycler votre argent aux États-Unis. Après tout, quel meilleur marché d'investissement? Eh bien, c'était en 1975. Et même si les États-Unis venaient tout juste d'abandonner l'or, il restait le principal marché d'investissement. Et à bien des égards, ils le sont encore pour l'épargne financière liquide. Eh bien, aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. Et la situation politique a changé. Il y a une tension entre les pays pétroliers de l'OPEP et les États-Unis, surtout une tension militaire. Apparemment, samedi, Trump voulait lancer sa nouvelle guerre contre l'Iran. L'Arabie saoudite et les dirigeants d'autres pays arabes ont appelé Trump et lui ont dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous attaquez l'Iran, l'Iran va nous attaquer parce que vous allez survoler nos territoires pour aller bombarder l'Iran. Vous allez vouloir utiliser nos bases aériennes. » Et la défense de l'Iran consiste à dire que si les États-Unis essayent de détruire nos exportations de pétrole, alors il n'y aura plus d'exportation de pétrole venant des autres pays. L'Iran a jeté le gant et a dit que les autres pays vont devoir se mobiliser et s'opposer à la guerre américaine contre nous. Parce que si cette guerre continue, nous allons riposter en détruisant les bases militaires américaines dans la région, ainsi que les économies des pays qui accueillent ces bases militaires. Donc, soit ces pays ferment les bases militaires et cessent de nous soutenir. Et les Émirats, en particulier, sont les principaux contrevenants. Les Émirats ont attaqué l'Iran et se sont déclarés ennemis absolus. En plus, les dirigeants arabes sont sunnites. Et il y a l'antagonisme religieux des wahhabites sunnites, surtout en Arabie saoudite, contre les chiites. Il y a donc aussi cette division religieuse. Toutes ces tensions sont bien réelles. Elles transforment tout le contexte dans lequel le système du pétrodollar s'est développé. Voilà donc, en substance, la réponse à votre question. Ce système est en train d'être démantelé et nous ne savons pas ce qui va se passer. Il me semble que le commerce du pétrole va s'arrêter pendant assez longtemps. Il n'y aura pas de recettes d'exportation en pétrodollars à recycler. Les revenus qui subsisteront seront utilisés par les pays de l'OPEP, les pays arabes, pour reconstruire tous les dégâts causés par la guerre. Et cet argent sera dépensé sur place, pas investi ni recyclé sur les marchés financiers américains. C'est absolument fascinant. Et bien sûr, le pétrodollar, comme vous venez de le décrire, a été le pilier de l'Empire américain, disons de son hégémonie. Et à mesure qu'il décline, il est intéressant de voir ce qui le remplacera, à quoi ressembleront les nouveaux cadres mondiaux et quels acteurs mondiaux en bénéficieront ou n'en bénéficieront pas. Mais la politique étrangère américaine, bien sûr, en matière de commerce et de finances mondiales, semble être passée d'une finance plus ou moins fondée sur des règles à une finance ouvertement coercitive, à un outil de coercition. Nous connaissons tous les sanctions,
Nous connaissons tous le protectionnisme, comme les droits de douane par exemple. Et bien sûr, le gel des avoirs souverains est devenu la norme. Vous décrivez souvent les États-Unis comme mettant en œuvre un système moderne de tribus. Alors, obliger les pays à recycler leurs recettes d'exportation sur les marchés des bons du Trésor américain, est-ce en réalité une forme moderne de tribu coloniale? Eh bien, tout cela fait désormais partie de la politique étrangère officielle des États-Unis. Depuis décembre dernier, quand le rapport sur la stratégie de sécurité nationale est paru et a déclaré que nous ne pouvions plus soutenir le système que l'Amérique avait mis en place en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai un long article qui paraîtra plus tard cette semaine dans Democracy Collaborative. Il décrira toutes les citations, tous les détails sur cette question. Mais, pour l'essentiel, le rapport sur la sécurité nationale disait qu'en 1945, nous étions la première puissance industrielle mondiale. Nous étions aussi la principale puissance créancière sur le plan financier. En 1945, nous détenions 75% de l'or monétaire mondial. Eh bien, ce n'est plus le cas. Les États-Unis sont en gros désindustrialisés. Ils sont devenus le plus grand débiteur du monde. Le dollar américain n'est plus convertible en or et le pays n'a plus la puissance industrielle qu'il avait parce qu'il a délocalisé son industrie vers des pays où le coût du travail est plus faible, surtout en Asie et particulièrement en Chine. Et aujourd'hui, au lieu que les États-Unis soient en position d'avoir avec les autres pays une relation gagnant-gagnant, un système d'échange, de commerce et de finance, vous savez, vous nous fournissez les biens et services dont vous avez besoin. Vous fournissez ce dont nous avons besoin en matières premières. Et vous investissez votre argent ici pour aider à financer nos investissements en capital. Et nous partageons les gains. Il n'y a plus ces gains à partager. Et c'est la même chose pour le commerce, pour le financement du commerce. Donc, Donald Trump arrive et il a instrumentalisé le système du commerce extérieur en remplaçant l'économie de libre-échange ouverte que les États-Unis soutenaient après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont désormais devenus un pays néo-protectionniste, une sorte de caricature du protectionnisme qui avait rendu l'industrie américaine si forte à la fin du 19e siècle. C'est une forme de protectionnisme un peu absurde. Imposer des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium, ce qui a augmenté les coûts de toute la production industrielle américaine de produits fabriqués à partir d'acier ou d'aluminium. Tout est à l'envers, en quelque sorte, et cela nuit à l'économie. Mais c'est ce que fait Trump. Et le seul moyen pour les États-Unis de contraindre, en substance, les autres pays à soutenir leur niveau de vie et leur solvabilité de base, c'est d'employer la coercition. C'est ce que Trump a fait avec sa politique tarifaire, ses droits de douane du jour de la libération. Il ferme soudainement le marché américain aux exportateurs étrangers, et il panique. Et Trump essaye toujours de pousser les autres pays à la panique, pour qu'ils disent « Bon, nous comprenons que votre industrie est entièrement organisée pour exporter vers nos marchés, dans le cadre de ce qui était autrefois notre commerce réciproque, qui profitait à tous. Mais maintenant, vous allez devoir nous accorder une concession si nous vous permettons de continuer à vendre sur le marché américain. » D'abord, nous allons taxer vos importations. Ça va faire entrer de l'argent au Trésor pour que nous puissions récompenser nos contributeurs de campagne, les 1%, le secteur financier, la Silicon Valley, en baissant leurs impôts et en creusant un déficit budgétaire gigantesque. Eh bien, ils pensaient vraiment qu'on pourrait tout compenser grâce aux recettes douanières. Sauf que les recettes douanières qu'il a obtenues ont fini par détruire bien davantage de profits et d'autres revenus imposables qu'elles n'en auraient créés. Donc,
Tout ce que Trump a fait a produit exactement l'inverse de tout cela. Et surtout, il a dit, l'une des contreparties, c'est que vous devez imposer des sanctions commerciales et financières à des pays qui ont leur propre souveraineté et qui essayent de suivre leur propre politique, des politiques qui les aident eux-mêmes au lieu d'aider les États-Unis. La stratégie de sécurité nationale l'a dit clairement. La plus grande menace pour la souveraineté et la sécurité américaine, c'est la souveraineté des autres pays. Il faut les priver de leur propre souveraineté, de toute possibilité de faire quoi que ce soit qui ne soit pas sous notre contrôle. Parce que, s'ils ne sont pas sous notre contrôle, ils risquent d'agir dans leur propre intérêt, de se libérer de notre contrôle et de gagner de l'argent pour eux-mêmes, ou de se tourner vers les marchés d'investissement bien plus lucratifs et vers des producteurs industriels plus compétitifs en Chine et en Asie. Nous ne pouvons gouverner que par la force. Et la principale force que nous pouvons utiliser, en dehors de la force militaire, c'est la force financière. La capacité de créer le chaos s'ils ne finissent pas par subventionner la balance des paiements américaine et l'économie américaine et par rejoindre notre bloc. Ainsi, nous continuons d'isoler des pays, la Russie, la Chine, avant cela le Venezuela et maintenant l'Iran, ainsi que d'autres pays qui veulent suivre leur propre voie. Eh bien, le résultat, c'est que ce que Trump a fait, c'est isoler les États-Unis eux-mêmes. Je pense que nous en avons parlé lors de précédentes discussions, dans les interviews que nous avons faites. Il y a donc tout un risque lié à l'aggravation de la dette américaine, à la dépendance commerciale et à la dépendance à l'endettement. Ce qui a soutenu et stabilisé la balance des paiements des États-Unis n'a pas été le recyclage traditionnel des entrées de dollars par les banques centrales étrangères, qu'elles investissaient sur les marchés obligataires américains. C'est la bulle du marché boursier américain. Et c'est cela qui a constitué le principal nouveau soutien de la balance des paiements des États-Unis. Mais c'est très fragile. Presque tous les conseillers en investissement que je connais ne considèrent plus le marché boursier, ni même le marché obligataire. En particulier, le marché des obligations spéculatives à haut rendement, comme un moyen de réaliser de nouvelles plus-values. Ce que font presque tous les investisseurs que je connais, c'est qu'ils cherchent avant tout à se protéger contre les pertes. Et c'est pour cela qu'il y a autant d'investissements dans la dette du Trésor américain. Parce qu'on sait que le Trésor ne peut pas faire faillite. Il peut toujours imprimer de l'argent. Donc, malgré des taux d'intérêt élevés, surtout pour les obligations à long terme, qui sont censées être risquées à cause de l'inflation, il n'y a aucun risque de non-remboursement sur ces obligations. Le seul risque, quand on investit sur le marché obligataire américain et sur le marché boursier, c'est que la balance des paiements des États-Unis devienne déficitaire et que le dollar baisse. Et si le dollar baisse, peu importe que vous gagniez, disons 5% sur des obligations du Trésor américain. Si le dollar baisse de plus de 5%, vous perdez de l'argent sur votre investissement aux États-Unis. Cette tentative d'instrumentaliser le commerce et les marchés financiers américains en nuisant à d'autres pays amène donc ces pays à se dire que ce marché est peut-être risqué. Encore une fois, regardez comment les États-Unis ont saisi les 300 milliards de dollars d'épargne et les actifs nucléaires de la Russie. Regardez comment ils ont saisi l'épargne de l'Iran. Et surtout, regardez comment les effets de la guerre en Iran sont en train de créer une dépression mondiale inévitable d'ici la fin de l'année à cause de la pénurie de pétrole. Elle va entraîner une flambée des prix du pétrole et la fermeture de nombreuses entreprises et exploitations agricoles qui ne peuvent pas être rentables dans ces conditions. Donc, le monde a changé. Il n'est plus comme avant. Absolument.
Et chaque jour, nous recevons tellement d'informations qu'il est très difficile de vraiment comprendre ce qui se passe et de prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. J'apprécie donc vraiment que vous nous ayez guidés à travers tant de points importants que beaucoup d'analystes et d'experts passent en réalité à côté ou dont ils n'ont peut-être pas conscience. Vous avez évoqué une dépression mondiale. Il me semble que vous avez expliqué que nous nous dirigeons vers une dépression qui ne serait pas provoquée uniquement par des facteurs financiers, mais aussi par les perturbations des approvisionnements physiques en énergie. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Pourriez-vous nous l'expliquer plus en détail? Eh bien, la raison principale pour laquelle c'est si important, c'est que la plupart des dépressions sont provoquées par un crash financier. En 1929, cela a conduit 1931 au moratoire sur les dettes interalliées et les réparations. Et même cela n'a pas suffi à empêcher la Grande Dépression. La plupart des crashs peuvent être résolus par des moyens financiers. Il y a eu le crash de 2008, qu'Obama a au moins pu résoudre. Le problème immobilier, grâce à un énorme renflouement des banques. Cela a entraîné des saisies immobilières massives parmi sa base politique. Des gens qui avaient voté démocrate, en particulier les électeurs noirs et issus des minorités. Les détenteurs de prêts hypothécaires, les acheteurs, se sont retrouvés coincés avec des prêts hypothécaires toxiques et une fraude financière massive et frauduleuse. Mais les banques l'étaient, et la politique de taux d'intérêt zéro a permis de soutenir et de maintenir une reprise financière qui a empêché qu'un véritable crash n'ait des effets sur l'économie réelle. Mais l'interruption du commerce mondial du pétrole, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre par des moyens financiers. En fait, c'est tout le contraire. Les régulateurs financiers, ou plutôt les responsables politiques, devrais-je dire, on pourrait les appeler des déstabilisateurs. Dans les banques centrales du monde entier, n'ont qu'une seule réponse au fait que les prix du pétrole flambent, que les prix des engrais flambent, que les rendements agricoles baissent, que les semis diminuent, ce qui fait monter les prix alimentaires. Eh bien, la réponse des banques centrales face à l'inflation, c'est « augmentons les taux d'intérêt ». Eh bien, toute la logique de la hausse des taux d'intérêt repose sur l'idée, sur la croyance idéologique, que tout ce qui va mal dans l'économie vient du fait que les travailleurs veulent trop d'argent pour mieux vivre. Ils ne devraient pas mieux vivre. Les financiers, nous les rentiers, les propriétaires immobiliers, les détenteurs d'obligations et d'actions, devrions gagner de l'argent, pas les travailleurs. Donc, s'il y a de l'inflation, ce doit être parce que les salaires des travailleurs augmentent. Ils sont tellement cupides. Alors, augmentons les taux d'intérêt. Et selon le mythe que nous avons promu, le mythe auquel nous croyons, les banques prêtent de l'argent pour aider à construire des usines et employer des travailleurs. Donc, si nous réduisons les prêts bancaires en augmentant les taux d'intérêt, il y aura du chômage. Et c'est une bonne chose. Nous avons besoin de ce que Marx appelait une armée de réserve de chômeurs. Il y aura donc toujours suffisamment de concurrence pour le travail afin que celui-ci parvienne tout juste à couvrir le minimum vital et de préférence ne puisse même pas se permettre de vivre selon des conditions de vie normales et soit contraint de s'endetter. Eh bien, le fait est bien sûr que les banques ne prêtent pas d'argent pour employer de la main-d'œuvre. Elles prêtent de l'argent pour financiariser l'économie, délocaliser le travail et le réduire. Mais tenter de relever les taux d'intérêt va se faire au milieu d'une dépression mondiale. Et si la hausse des taux d'intérêt signifie que les entreprises vont devoir réduire leur production et leurs emplois, parce qu'elles ne peuvent pas réaliser de profit en achetant du pétrole et du gaz à prix élevé, alors d'autres pays ressembleront à l'Allemagne après 2022, lorsqu'elle a cessé d'importer du gaz et du pétrole russe.
Le monde entier va se retrouver dans la situation où était l'Allemagne. Ne pas importer de gaz et de pétrole va entraîner une véritable pénurie. Et les gouvernements en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays ont tous dit « Bon, tant que nous sommes des pays démocratiques, nous devons préserver le soutien des électeurs en accordant des subventions aux ménages qui doivent payer davantage pour s'éclairer, se chauffer et cuisiner au gaz. » Mais cela va pousser d'autres pays vers des déficits budgétaires. Et avec des taux d'intérêt plus élevés, censés guérir la dépression, ces déficits budgétaires vont encore augmenter. Cela exercera une pression fiscale encore plus forte. Cela aggravera le problème au lieu de le résoudre. Les manuels d'économie ne traitent donc pas de ce qui va se passer face à un problème qui n'est pas causé par des travailleurs réclamant des salaires plus élevés, ni de ce qui va se passer lors d'une dépression ou d'un crash qu'on ne peut pas guérir par des moyens financiers. On prête, tout simplement. Si c'est un crash financier, parce que l'économie est trop endettée, alors faisons prêter de l'argent par le Trésor et la Banque centrale pour permettre aux débiteurs de payer les intérêts dus et transformons l'économie en système de Ponzi. Et bien sûr, ça finira par s'effondrer. Mais peut-être que d'ici là, nous ne serons plus au pouvoir et que ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Voilà donc la dynamique que nous allons voir. Et il n'y a aucune chance que les gouvernements néolibéraux en place, partout dans le monde, disent « Nous avons maintenant un problème structurel. Nous devons restructurer l'économie. La seule issue, c'est d'annuler une partie des dettes. Ces dettes ne peuvent pas être remboursées s'il n'y a ni production, ni emploi, ni profit, ni flux de trésorerie. Et qu'allons-nous faire? Allons-nous fermer l'économie ou allons-nous utiliser l'argent pour rembourser les dettes, en particulier dans les pays du Sud global? Imaginez que vous soyez un pays du Sud global exportateur de matières premières et importateur de denrées alimentaires. Vous dépendez non seulement des importations de pétrole et de gaz pour faire fonctionner vos usines, vos transports et vos foyers, mais aussi de nourriture pour nourrir votre population. Que vont-ils faire alors qu'ils sont déjà étranglés par la dette et qu'ils prennent de plus en plus de retard dans le paiement de leurs dettes extérieures? Ils vont devoir trancher. Est-ce qu'on utilise l'argent pour notre économie ou est-ce qu'on paye nos détenteurs d'obligations? Eh bien, le choix va être évident. Au diable l'économie. Payons les détenteurs d'obligations, parce que les détenteurs d'obligations, c'est nous. Ce sont la famille et les proches du président, ainsi que la bande de la Banque centrale. Donc bien sûr, ils vont sacrifier l'économie. Dans les pays démocratiques, les gouvernements en place seront chassés du pouvoir par les urnes. On peut voir que cela va se produire en Allemagne. Merz sera dehors. La France sera dehors. Et quel que soit le Premier ministre travailliste britannique, il sera dehors. Macron sera dehors. Ils seront tous dehors. Mais pour beaucoup de pays, il va y avoir une guerre. Et pour la première fois, les gens vont dire « Peut-être que la Chine avait une meilleure idée. Peut-être que le socialisme est meilleur que le capitalisme financier. » Parce que ce dans quoi se trouvent aujourd'hui ces pays, ce n'est plus le capitalisme industriel qui a décollé au XIXe siècle et qui a enrichi les pays. Vous avez un capitalisme financier, où toute la manière d'accumuler des fortunes repose sur l'ingénierie financière, largement sur l'effet de levier par la dette, et non sur des investissements en capital tangible. L'effondrement de la production existante, y compris dans les usines et les entreprises, qui dépendent encore d'apports énergétiques pour continuer à fonctionner et produire leurs biens et services, tout cela va maintenant être réduit. Et il y aura un effondrement. Les gens vont chercher le genre d'alternative qu'ils avaient recherché pendant la Grande Dépression.
Vous allez donc avoir un vaste bouleversement politique, conséquence de l'incapacité à surmonter la dépression mondiale qui arrive en poursuivant des politiques comme si de rien n'était, alors qu'elles ne permettent pas de résoudre les problèmes que le capitalisme financier a entraînés dans son sillage. Les États-Unis portent aujourd'hui un niveau record de dette nationale. Et en même temps, ils dépensent désormais un montant record pour assurer le service de cette dette, plus de 1 000 milliards de dollars par an. Sous l'administration Trump, la politique étrangère américaine semble s'être concentrée sur la projection de capacités offensives. Cette posture offensive a donc été renforcée par Trump comme un moyen de rendre sa grandeur à l'Amérique. On voit donc le Venezuela, l'Ukraine, Gaza, l'Iran et d'autres pays en situation de conflit, mais on n'entend pas vraiment beaucoup parler d'eux. Par exemple, le Yémen, la Somalie et d'autres États qui souffrent, vous savez, soit d'être utilisés comme des États mandataires, soit d'être directement impliqués dans une forme de conflit civil. Mais le problème, c'est que la domination militaire est directement liée à une économie forte. Or, comme vous venez de le souligner, l'économie américaine n'est pas vraiment en mesure de continuer à financer ses 700 ou 800 bases militaires à l'étranger qui ne servent pas à protéger les États qui les accueillent, mais plutôt à les occuper. Alors, un empire endetté peut-il continuer à financer indéfiniment une domination militaire mondiale? Certains économistes disent « oui, bien sûr, ça ne devrait pas poser de problème. Il suffit d'imprimer plus d'argent. » Mais il semble que la réalité indique une réponse complètement différente. Eh bien, la réponse courte, pour faire simple, c'est que les empires finissent par ne pas payer. Et aucune conquête militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale n'a été couronnée de succès. La Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et maintenant l'Iran. Et ce qui complique encore tout ça, pour raconter l'histoire plus en détail, c'est le problème de personnalité de Trump, qui ajoute une toute autre dimension. Il semble qu'il ait eu un père très maltraitant et qu'il ait vraiment senti son ego blessé. Il voulait de l'attention et il voulait être approuvé. Alors quand il est arrivé au pouvoir, cette dernière fois en tout cas, je pense qu'il a dit que ce qu'il voulait, c'était être un président américain célèbre. Et il a dit qu'il voulait être comme Napoléon, quelqu'un de célèbre. Tout le monde, pensait-il, admire Napoléon. Un type célèbre. Je veux dire, c'était le personnage qu'il avait évoqué. Eh bien, il savait aussi que tous les présidents américains, qui sont très admirés, les présidents les plus admirés, ont gagné des guerres. Washington a gagné la guerre d'indépendance. Lincoln a gagné la guerre de sécession. Teddy Roosevelt a gagné la guerre hispano-américaine. Et Roosevelt a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'était le bon temps. Eh bien, Trump sait que, vous savez, si vous lisez l'histoire du monde, tous les dirigeants et les rois que les gens retiennent à travers l'histoire, ce sont les rois qui ont fait de grandes conquêtes et bâti des empires. Et Trump pensait pouvoir faire la même chose. Et il pensait réellement pouvoir y parvenir tout en évitant de dépenser de l'argent pour l'armée, simplement en faisant payer les autres pays, comme je l'ai dit. Donc il pensait que la guerre en Iran, tout comme Napoléon est parti en guerre contre la Russie, Trump poursuivait la guerre du Parti démocrate de Biden contre la Russie en Ukraine, en poussant les pays de l'OTAN à combattre la Russie, tout en supprimant le financement militaire de l'OTAN, en leur disant « Maintenant, vous êtes livrés à vous-même ». Même chose avec l'Iran. Il pensait que faire la guerre à l'Iran allait faire de lui un autre Napoléon. Mais sa manière de penser, en tout ou rien, l'a conduit à oublier que Napoléon a perdu la guerre en Russie. Il a perdu à Waterloo. Il est surtout connu pour avoir été exilé à l'île d'Elbe. Et ça ne s'est pas vraiment bien terminé. Et il semble entrer dans ce que les journaux décrivent ces jours-ci
comme des accès de fureur contre son équipe. Donc ça ne marche pas vraiment. C'est sa guerre. Et si une guerre n'a pas payé, c'est bien la guerre contre l'Iran. Ajoutée à la guerre contre la Russie, elle a épuisé les stocks militaires américains. Tous les observateurs savent que l'Amérique n'a plus de missiles. Elle n'a plus de bombes. Elle n'a plus les moyens de faire la guerre. Et maintenant, ils parlent d'intensifier une guerre contre l'Iran, qui a passé 30 ou 40 ans à se préparer précisément à cette situation, précisément à cette guerre. Et apparemment, tous les conseillers militaires de Trump, sauf ceux qu'il a lui-même nommés, ont dit « Nous ne pouvons absolument pas gagner, nous allons perdre ». Des dirigeants étrangers appellent Trump et lui disent « Vous savez, nous ne pouvons pas le faire ». Trump a demandé à ses alliés de l'OTAN « Vous ne pourriez pas nous aider dans le détroit d'Ormuz ». Vous n'allez pas envoyer votre marine. Personne ne va faire ça, parce qu'ils savent qu'ils vont simplement se faire tirer dessus. Donc tout le monde lui dit que c'était une erreur horrible. Le Wall Street Journal publie aujourd'hui dans ses pages éditoriales un éditorial tout simplement formidable et dévastateur sur le fait que Trump est complètement fou et que les gens autour de lui le pensent tellement fou. Et vous savez, si Trump essaie de dire « Bon, nous avons une bombe qui marcherait, la bombe atomique », qu'est-ce que les généraux vont faire? Apparemment, ils l'ont forcé à sortir de la pièce lorsqu'il a essayé de faire ça l'année dernière. Est-ce qu'ils vont simplement sortir une arme et dire « Je suis désolé, ce n'est pas personnel, mais nous n'allons pas vous laisser faire exploser le monde ». Qu'est-ce qu'il va faire? C'est complètement fou. Et non seulement cette guerre a été une perte sur le plan militaire comme financier pour les États-Unis, mais elle a aussi retourné tout le reste du monde contre nous. Parce qu'en stoppant le commerce du pétrole, Trump a provoqué la dépression mondiale dont nous parlons. Et le monde entier va reprocher à l'Amérique sa tentative de soutenir sa propre prospérité économique, en provoquant la dépression et la destruction à l'étranger. Au final, le pays qui sera sanctionné, ce seront les États-Unis eux-mêmes et non les cibles qu'ils ont désignées. Donc l'impérialisme militaire américain ne rapporte pas. Car ce qui a maintenu l'Amérique à flot toutes ces décennies, c'est l'impérialisme financier, le néo-impérialisme, le néocolonialisme. Et c'est terminé. Parce qu'aux États-Unis, la financiarisation est vraiment devenue une pyramide de dettes. Au lieu d'investir le crédit financier dans de nouveaux moyens de production, afin de générer des profits permettant de rembourser le prêt avec intérêt, on l'utilise simplement pour prendre le contrôle d'entreprises, d'usines, d'actifs et de biens immobiliers déjà existants. Donc, tout ce que vous avez fait avec cet effet de levier de la dette financière, c'est accroître les fortunes détenues presque entièrement par les 10% les plus riches, et surtout par le 1%. Et cela a laissé les 90% restants de l'économie sur le carreau. Quant aux autres économies du monde, qui dépendent du pétrole et de l'alimentation, elles vont devoir réorienter l'ensemble de leur commerce et de leurs investissements. Mais elles vont aussi devoir restructurer leurs propres économies, en s'éloignant de tout le modèle néolibéral qu'elles suivent depuis un demi-siècle. Bien sûr, on peut soutenir à juste titre que nous assistons à la phase finale de cet ordre américain d'après 1945, non seulement sur le plan politique, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, sur le plan financier. Et le Sud global a atteint un point de bascule, ou plutôt je devrais dire la majorité mondiale. Je pense que c'est un terme bien plus approprié. La majorité mondiale a atteint un point de bascule où rester dans le système du dollar dirigé par l'Occident comporte davantage de risques que d'en sortir. Quel rôle voyez-vous pour l'or dans ce système monétaire international de l'après-dollar?
C'est une question très intéressante, parce que, d'un côté, le nouvel ordre économique international qui se profile ne sera pas l'ordre américain favorable aux créanciers, celui qu'il a instauré après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a exigé le paiement des dettes interalliées. Les Alliés se sont alors tournés vers l'Allemagne pour qu'elle paye les réparations afin de régler ses dettes. Et le système de dette imposé par les États-Unis a mis le monde en faillite. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a de nouveau eu un ordre orienté vers les créanciers, des règles favorables aux créanciers, et non les règles que John Maynard Keynes avait proposées au Trésor britannique. Et les États-Unis détenaient alors une énorme quantité d'or. Eh bien, cette fois, il n'y aura pas de règlement d'après-guerre favorable aux États-Unis. On pourrait dire d'après-guerre contre l'Iran, d'après-guerre du pétrole. Mais cela va probablement laisser une place à l'or. Car que vont faire les pays s'ils ne détiennent pas de dollars? Eh bien, leur première réponse, de façon ponctuelle, sera de détenir les monnaies des uns et des autres. Déjà, des pays qui ont d'importants échanges commerciaux avec la Chine et qui accueillent ces investissements cherchent à détenir leurs réserves de change sous forme de monnaie chinoise. Et la Chine a développé sa propre banque fondée sur la blockchain, comme alternative à SWIFT, et comme moyen permettant à d'autres pays de placer leur épargne sur une base autre que le dollar américain. Mais toutes ces propositions, pour un nouveau, il faut qu'il y ait une sorte de nouveau système à la Keynes, un dispositif bancaire international, pas seulement porté par la Chine, mais mis en place conjointement par de nombreux pays. La Chine, la Russie, l'Iran, beaucoup de pays des BRICS diront « Très bien, nous allons créer une banque pour les dettes intergouvernementales entre banque centrale et trésor public. Et nous allons trouver un moyen de libeller ces dettes dans une sorte de monnaie de compte, une unité de mesure monétaire. Mais on ne peut pas y mettre uniquement des devises étrangères. L'or va devoir y jouer un rôle, parce que depuis 5000 ans, les lingots d'or et d'argent sont plus ou moins acceptés par tous comme un actif pur, qui n'est pas la dette d'un autre pays. Le problème, quand votre épargne est placée dans la dette d'un autre pays, c'est que se passe-t-il si ce pays ne peut pas rembourser sa dette? Mais si vous détenez de l'or ou de l'argent sous forme de lingots ou toute autre base monétaire reposant sur des matières premières, il n'y a aucune dette qui y soit attachée. Il n'y a aucune politique gouvernementale qui y soit attachée. C'est simplement là. Et donc il existe en quelque sorte une voie de moindre résistance, du fait de tout le rôle que l'or a joué dans le passé. L'or jouera donc un rôle dans cette unité de compte que la banque qui reste à créer, quelque chose comme ce que Keynes appelait le Bancor, jouera dans le système financier mondial. Eh bien, le problème, la raison pour laquelle l'or ne peut pas être la base d'une masse monétaire, c'est qu'il n'y a pas assez d'or pour financer l'ensemble du commerce et de l'activité économique qui ont lieu. Les économies croissent bien plus vite que l'offre mondiale d'or monétaire. Il faut donc du crédit papier. La question est, comment organiser ce crédit papier? C'était le problème auquel le monde entier était confronté à la fin du XVIIe siècle, quand les principaux royaumes d'Europe, l'Espagne, la France, l'Autriche, faisaient sans cesse défaut sur leurs dettes royales. C'est la Banque d'Angleterre qui a créé un système de crédit papier sur compte privé. Et la Banque d'Angleterre était un monopole créé en levant 1 200 000 livres sterling sous forme de dette publique. Cette dette publique, devenue si risquée parce qu'elle devait être remboursée en lingots qui n'étaient pas disponibles, est soudain devenue le principal actif du système bancaire. Elle a servi de capital de départ pour financer, avec profit, le commerce marchand, le commerce extérieur, les lettres de crédit et d'autres formes de crédit, afin de gagner suffisamment d'argent.
Donc, tout à coup, le papier-monnaie a transformé la dette publique, qui fondait ses réserves, en un actif plutôt qu'en un crédit. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle banque doit pouvoir faire la même chose. Et il doit y avoir un élément de confiance, en fin de compte, une confiance politique, dans ce que vont faire les pays qui créent cette banque. Et l'un des mécanismes de sauvegarde de la banque de Keynes, c'était que, si cette banque ne parvient pas à créer un équilibre économique et financier entre les pays, alors si un pays, disons les États-Unis en 1945, accumule une position tellement importante qu'elle devient écrasante, tandis que d'autres pays, comme l'Angleterre, se retrouvent avec un déficit trop important, alors les créances financières du pays créditeur seront tout simplement effacées. Parce que cela ne vaut pas la peine de sacrifier toute l'économie mondiale au seul principe selon lequel toutes les dettes doivent être remboursées. Le fait est que les dettes ne peuvent pas être remboursées. Et si l'on s'obstine à dire que des dettes impossibles à rembourser doivent malgré tout l'être, alors il y aura un énorme transfert de propriété des débiteurs vers les créanciers. Et vous aurez une économie déséquilibrée, dirigée par les banquiers plutôt que par les industriels. C'était le problème que la Banque internationale de Keynes cherchait à résoudre. Elle devait reposer essentiellement sur de la monnaie politique créée par les banques. C'est finalement ce que le reste du monde devra créer à mesure qu'il s'éloignera du dollar. Le dollar est lui aussi une forme de monnaie politique, mais une monnaie politique destinée à soutenir un empire militariste abusif, comme vous venez de le souligner. La banque dont nous parlons va donc utiliser ce crédit public pour soutenir un système de développement économique bien plus solide, un véritable développement économique, l'agriculture, l'industrie, les transports, bien plus solide que sous la doctrine néolibérale qui a fini par détruire les économies occidentales. Vous allez donc voir une économie dans laquelle la monnaie est beaucoup plus un service public, et l'or lui-même. On pourrait dire que l'or est aussi une monnaie fiduciaire, parce que sa valeur fiduciaire lui est attribuée par les gouvernements. Et vous allez revoir ce type de système partout. Je trouve votre explication de la manière dont l'impérialisme financier a de fait remplacé le colonialisme militaire tellement fascinante. Et je pense que ce sont des termes que je vois très rarement abordés aujourd'hui ou évoqués dans les interviews. Je crois donc qu'il est vraiment utile de réfléchir en ces termes, parce que cela remet les choses en perspective. Or, l'histoire nous enseigne que les empires finissent par se retrouver en situation de surendettement avant de décliner. C'est précisément ce qui est arrivé, par exemple, à l'Empire romain. Alors, les États-Unis approchent-ils de ce stade, ou bien n'en sont-ils pas encore vraiment là, et reste-t-il une porte de sortie pour sauver ce qui peut l'être, et peut-être s'orienter vers un cadre plus durable et plus acceptable à l'échelle internationale, où le militarisme et la coercition économique ne seraient pas les moteurs ou les principaux moteurs de la politique étrangère américaine. Eh bien, mon livre sur l'effondrement de l'Antiquité traite de cette question. Le problème, ce n'était pas le coût militaire de l'expansion romaine. Le problème, c'était le coût intérieur. Les créanciers ont pris le contrôle de Rome. Et on peut dire que toute l'Antiquité classique n'avait pas l'autorité centrale qu'avaient la Mésopotamie et l'Égypte de l'âge du bronze, ainsi que d'autres pays d'Asie occidentale, pour empêcher le développement d'une oligarchie financière intérieure. Tous avaient un dirigeant central, dont la tâche principale était de rétablir régulièrement l'ordre économique, en annulant les dettes personnelles qui s'étaient accumulées, pas les dettes commerciales. Celles-ci restaient toutes en place, à régler entre les marchands eux-mêmes. Mais, dans une économie agraire, les dettes les plus personnelles étaient celles des agriculteurs autosuffisants sur leurs terres. Et l'Égypte, la Babylonie, Sumer
tous les anciens pays d'Asie occidentale annulaient régulièrement les dettes afin qu'une oligarchie financière ne se développe pas. Eh bien, après 1200 avant Jésus-Christ, l'âge du bronze a pratiquement pris fin à cause d'un changement climatique radical qui a provoqué 400 ans d'âge sombre. Et quand le commerce a repris avec l'Occident, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, les économies occidentales, la Grèce, l'Italie, les économies européennes, n'avaient aucune tradition de ce qu'on appelait la royauté divine, une royauté qui suivait le dieu solaire de la justice en rétablissant l'ordre, et une déesse de la justice qui protégeait les faibles et les pauvres, en veillant à ce que le dieu solaire de la justice annule les dettes, à ce que les familles ne soient pas réduites à la pauvreté et à la servitude, et à ce que les souverains libèrent les serviteurs asservis pour dette. Ils annulaient les dettes et rendaient aux cultivateurs les terres qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins, et qu'ils avaient perdues à cause de leurs dettes. Eh bien, Rome et la Grèce n'avaient rien de tout cela. Il y a eu des révolutions sociales pendant 6 siècles pour tenter de rétablir cela, d'annuler les dettes. C'est pour cela que César a été tué, parce qu'il venait juste d'y avoir une révolte, une sorte de petite guerre civile, qui cherchait à annuler les dettes, la conjuration de Catilina, comme on l'appelle, que César soutenait. Tout le monde s'attendait à ce que César annule les dettes et établisse qu'il libère la population romaine. Il a donc été tué par, essentiellement, la classe des créanciers, l'oligarchie qui s'était constituée en aristocratie héréditaire. C'est toute l'histoire de Rome, la lutte des classes entre créanciers et débiteurs. Et les créanciers ont gagné. Le résultat, ce fut le déclin et la chute de l'Empire romain. La société s'est polarisée et à la fin, toute la richesse monétaire, ainsi que les terres qui avaient été prises, se sont retrouvées concentrées entre les mains de la classe des créanciers. Et le résultat, c'est que l'économie a été transformée en féodalisme. Voilà le résultat. C'est donc la tendance naturelle de toute économie financiarisée. Parce que ce que les Babyloniens et les dirigeants de l'âge du bronze savaient, et que l'Occident ne savait pas, c'est que nous avons les manuels enseignés aux étudiants scribes babyloniens. Ils calculaient tous la même chose. À quelle vitesse une dette double-t-elle pour un taux d'intérêt donné? Tout taux d'intérêt implique un délai de doublement. Et en Babylonie, avec des taux de 20% pour les dettes commerciales, le délai de doublement était de 5 ans. Nous avons aussi des projections sur la croissance d'une économie. Eh bien, elle est beaucoup plus lente. Les dettes augmentent donc plus vite que l'économie réelle. Or, cette perception fondamentale de l'âge du bronze manque à la théorie moderne des cycles économiques, à toute l'idée qu'on enseigne aux analystes des cycles économiques, qu'un cycle continue simplement d'avancer, encore et encore, continuellement, au même rythme. Mais chaque cycle économique depuis la Seconde Guerre mondiale a commencé avec un poids de la dette de plus en plus lourd, parce que les dettes s'accumulent et s'accumulent. Et chaque reprise, aux États-Unis et dans les autres économies occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale, a été plus faible. Et la reprise n'a été obtenue qu'en permettant aux créanciers de prêter aux débiteurs l'argent nécessaire pour payer leurs dettes, ce qui a rendu l'économie encore davantage endettée. Et la dette est un poids. Ce n'est pas une dette productive. L'économie moderne ne reconnaît donc pas le fait que les économies ne se stabilisent pas naturellement à l'équilibre. La tendance naturelle de toutes les économies, c'est de s'éloigner de plus en plus de l'équilibre, de devenir de plus en plus déséquilibrées, à mesure que les dettes augmentent plus vite que l'économie réelle de la production et de la consommation, vous savez, et des infrastructures, des transports, des biens et de la distribution.
La théorie économique moderne n'aborde donc pas le problème de la dette, ni la dynamique de la dette. C'est comme si toute l'économie fonctionnait par troc. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du troc dans le commerce international. Ce qui est absurde, parce que c'est grâce au commerce international que les familles ont d'abord obtenu l'argent nécessaire pour devenir des banquiers internationaux. Il y a une vision fausse de l'histoire et une vision fausse du fonctionnement des économies qui refuse de reconnaître le problème de la dette parce que les écoles de commerce et les médias appartiennent aux intérêts financiers et sont contrôlés par eux. Évidemment, quand on est créancier financier, la dernière chose qu'on veut, c'est populariser l'idée que son crédit met l'économie en faillite, la réduit à une servitude pour dette et la détruit, si l'économie ne se protège pas en annulant les dettes qu'elle vous doit. C'est la tension politique de notre époque. Absolument. C'est vraiment fascinant. Alors, peut-être pour conclure aujourd'hui, au début de notre conversation, vous avez dit que les grandes guerres se terminent souvent par une nouvelle architecture économique internationale. Nous avons tellement l'habitude de parler du dollar américain comme monnaie de réserve que nous nous demandons naturellement, quelle sera la nouvelle monnaie de réserve? Mais pourrait-on finir par voir des blocs monétaires concurrents plutôt qu'une seule monnaie de réserve mondiale? Eh bien, les conséquences des guerres ne sont pas seulement financières, elles sont aussi politiques. Qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale? Vous avez eu la fin des monarchies en Europe. Et là où les monarchies ont survécu, comme en Angleterre, il y avait des démocraties parlementaires, les rois étant largement des attractions touristiques et en quelque sorte des acteurs plus ou moins. Ce n'était plus de véritables monarchies. Vous avez eu tout un changement politique. Et après la Première Guerre mondiale, toute la carte de l'Asie occidentale a été redessinée pendant la guerre par la famille Sykes. Le découpage de ce qui est devenu l'Arabie saoudite, les Émirats, tous ces petits États, par la Grande-Bretagne et la France, sous leur propre contrôle colonial. Même chose après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez eu toute une restructuration politique du monde. Dans ce cas-ci, une restructuration fondée sur le contrôle américain dans un monde unipolaire. Eh bien, cette fois encore, il va y avoir une immense révolution politique. Et qu'est-ce qui va être renversé? D'abord, la classe financière ne peut, dans une très large mesure, pas maintenir ses créances financières sur l'économie tout en assurant la survie des économies. Les dirigeants politiques qui ont été soutenus par les États-Unis, par les ingérences du National Endowment for Democracy dans les élections étrangères, afin d'appuyer le type de dirigeants néolibéraux pro-américains que l'on voit dans les pays européens et au Japon. Tout cela, il va y avoir un mouvement politique vers le socialisme, pour être tout à fait franc. Et cette évolution vers le socialisme va servir de cadre à un système monétaire et financier qui fera de la monnaie et de la finance un service public. Au lieu de laisser les banques, la création monétaire et la création de crédit entre des mains privées, pour qu'elles servent à enrichir les créanciers, sans aucun égard pour les effets sur le bien-être économique général, la prospérité générale ou le niveau de vie global. Nous voulons simplement en tirer profit, même si cela consiste à prendre le contrôle d'entreprises, à les saigner par l'endettement, à les saisir, puis à les laisser comme des coquilles vides en faillite. C'est ce qui se passe avec le néolibéralisme et le capital privé d'aujourd'hui. Le capital privé n'a pas été productif pour les États-Unis. Il joue essentiellement un rôle improductif et destructeur. Eh bien, tous ces changements politiques vont créer un environnement complètement différent pour l'ensemble du système monétaire et financier. Au lieu que les banques centrales agissent pour soutenir une classe bancaire privée,
Les économies qui s'en sortent le mieux sont des économies comme la Chine, qui n'ont pas de classe financière à proprement parler. Elles ont une classe industrielle, qui peut créer des milliardaires, des gens très très riches, person se triomf, et des inégalités. Mais ce n'est pas une classe financière. Les milliardaires gagnent de l'argent en réalisant réellement des profits, pas en engrangeant des plus-values issues de la financiarisation. La tentative de réaliser des gains financiers en investissant dans l'immobilier comme véhicule d'investissement, plutôt que comme lieu d'habitation, n'a manifestement pas très bien marché pour la Chine. Ce qui a marché, c'est le fait que la Banque centrale de Chine accorde du crédit pour permettre aux entreprises privées d'exister et de réaliser des profits. Et c'est ainsi que le reste du monde devra survivre, se développer et prospérer, au lieu de gagner de l'argent par la finance, comme il le fait depuis la Seconde Guerre mondiale, et on pourrait même dire depuis la Première Guerre mondiale, ce qui a été un tel désastre. Autrement dit, le monde devra revenir, en substance, à la redécouverte de l'économie politique classique. C'était la force directrice du capitalisme industriel. Des investissements en capital, des profits réalisés en employant du travail pour produire des biens et des services, afin de dégager un profit, puis de réinvestir ces profits dans de nouveaux moyens de production, et non pas gagner de l'argent en passant de l'ingénierie industrielle à l'ingénierie financière. C'est donc ce changement politique qui façonnera l'ensemble de la transformation des relations financières. Professeur Hudson, j'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation passionnante. Merci infiniment de vous être joint à nous et de nous avoir accordé votre temps. J'espère vous recevoir de nouveau bientôt dans l'émission. Tiens la discussion est bonne. Merci.